Bonjour, et pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, bienvenue au 16e Institut d'été du CRIS qui a lieu cet automne en édition spéciale. Mon nom est Brian Michara, je suis directeur du CRIS et professeur au département de psychologie de l'UQAM. Et la première journée de l'Institut porte sur les impacts de la pandémie sur la santé mentale et se poursuit maintenant avec un webinaire qui est la troisième de la journée. J'ai le plaisir de présenter Linda Poirier, qui est directrice du Centre de prévention du suicide de Québec et présidente du regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour ce bref moment, pour vous partager, en fait, faire une petite incursion dans le monde des centres de prévention du suicide depuis la pandémie. Alors, il y a une présentation PowerPoint que vous voyez à l'écran, mais je fournirai, je vais dire, une présentation PowerPoint, mais qui est plus complète, avec plus d'informations. Je voulais éviter là, de surcharger l'écran avec beaucoup de texte. Donc, vous pourrez aussi consulter le PowerPoint complet tout de suite après la présentation, lorsque le CRIS le rendra accessible. Alors, je vais d'abord remercier, je veux dire, tous mes collègues qui ont participé à l'exercice pour qu'on puisse réaliser cette présentation-là. Alors, je vous les présente dans une minute. Ensuite, on va regarder rapidement quelles sont les actions que le regroupement des centres de prévention du suicide, quelles actions ont été posées pour soutenir les membres dans le contexte de pandémie. Et ensuite, l'impact de la pandémie, évidemment, sur tous les secteurs d'activité des centres de prévention du suicide, puis quelques statistiques pour compléter. Alors, le RCPSQ, il regroupe 29 centres de prévention du suicide répartis dans 14 régions du Québec. Il y en a 10 sur ces 29 qui sont mandataires de la ligne 1866. Et pour l'exercice que nous faisons ensemble d'aujourd'hui, il y a 14 régions du Québec qui sont représentées. On est allé chercher le plus d'informations possible pour vous dresser un portrait le plus juste. Alors, on n'est pas des chercheurs comme mes prédécesseurs, mais l'information, je veux dire, c'est celle qui est disponible et on a tenté de la rendre la plus uniforme possible parce que chaque centre est autonome, donc tient sa propre base de données et puis collige les informations, là, pas nécessairement de la même façon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je me permets une petite parenthèse. Le 12 mars 2020, j'arrive à l'aéroport de Québec. Il est 18 h le soir. J'ouvre mon téléphone cellulaire et j'apprends que je dois être en isolement pour 14 jours, qu'on est dans un contexte de pandémie. Alors, oups, je veux dire, ça bouleverse, ça bouscule un peu, je veux dire, le quotidien, n'est-ce pas? Alors, rapidement, je veux dire, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a eu une concertation qui a été faite avec Catherine Denis, qui est conseillère en promotion de la santé mentale, pour mettre en place une cellule de crise, pour qu'on puisse voir, bon, mais OK, maintenant, je veux dire, avec cette pandémie, cette bébite-là qu'on connaît à peu près pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment, je veux dire, on peut s'assurer qu'on va maintenir les services, qu'on va respecter les mesures sanitaires? Alors, on a mis en place une cellule de crise qui a regroupé plusieurs CPS. Et puis, on a déjà élaboré à ce moment-là un plan de bascule provincial. Autrement dit, si un CPS, pour une raison quelconque, ne pouvait plus répondre au 1866 appel ou encore à ses propres lignes, est-ce qu'on pouvait, entre nous, s'entraider et s'assurer qu'il pourrait y avoir des bascules, par exemple de Sherbrooke à Québec, Québec à Montréal, et puis s'assurer encore une fois qu'il n'y ait pas de rupture de service. Alors, on a fait ce plan-là, je veux dire, d'une façon, je dirais, vitesse grand V, chapeau à tous mes collègues, je veux dire, qui ont mis la main à la pâte, je veux dire, on n'a pas lésiné, et puis on a mis ça en place le 30 avril 2020.
Avec les CPS, ben, encore une fois, on les a sollicités à plusieurs fois pour répondre, entre autres, aux demandes du M3S qui suivaient de façon soutenue les mouvements au niveau des demandes d'aide, au niveau tant pour des rencontres en individuel qui n'avaient pas lieu que sur les lignes téléphoniques, puis comment on pouvait s'assurer qu'on allait quand même maintenir la plupart des services, même si c'était à distance. On a eu aussi une étroite collaboration avec Community Health and Social Services Network, qui c'est un organisme communautaire qui offre des services aux organismes communautaires qui travaillent essentiellement avec la communauté unilingue anglophone du Québec. Alors, on a tenté d'identifier où au Québec il y avait des intervenants qui pouvaient répondre en anglais, qui étaient bilingues, qui pouvaient répondre à cette communauté-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas un vide de service pour eux, parce que c'était une inquiétude et on peut le comprendre. Alors, on a identifié, on a fait un calendrier. Voici tel jour, telle heure, telle place. Je veux dire, on peut effectivement répondre en anglais. Le tout a été soumis au ministère de la Santé et des Services sociaux qui a transféré ensuite au ministère des Affaires intergouvernementales. Alors, ce projet-là, il est toujours, je dirais, sur la glace, malgré le fait qu'on s'assure quand même là, que les services aux gens anglophones puissent être offerts. Ensuite, on a fait un transfert régulier d'informations à nos 29 membres CPS sur les développements en lien avec la pandémie parce que ça bougeait beaucoup, ça bouge encore, mais ça bougeait encore plus à ce moment-là. Alors, on voulait être tous au diapason, avoir la même information. On a fait un suivi régulier aussi sur les variations d'achalandage sur les lignes d'intervention téléphonique, informations que nous avons transmises tant dans nos CIUS qu'à la direction de santé publique au ministère. Je reviendrai là-dessus. Et puis, on a diffusé 9 bulletins mémo aux membres, encore une fois, toujours pour les tenir informés et être disponibles aussi pour répondre à leurs interrogations, à leurs questionnements. Il y a eu des rencontres statutaires hebdomadaires, je veux dire, pendant près de 3 mois, où la très grande majorité des DG de CPS étaient présents. Et puis, quelques questions, mais c'était toujours pour s'assurer qu'on monitorait bien les mouvements, qu'on se partageait l'information, qu'on se partageait nos moyens aussi, nos trucs. Et encore une fois, d'une façon régulière, qui peut prêter main forte si toutefois, je veux dire, on devait avoir une rupture de service due à la COVID. Alors, on a vraiment travaillé de main de maître, je dirais encore une fois, bravo à mes collègues. Puis finalement, on a le bandeau signature qui a été transmis à tous les CPS. En mai 2020, je pense que je suis passée, je veux dire, sur le plan de télétravail. Si j'ai passé, je vais revenir parce que c'est un volet important aussi. On a déposé rapidement un plan pour le télétravail, quelles conditions étaient nécessaires pour pouvoir être en télétravail, quels moyens on pouvait se donner aussi pour être en télétravail. Alors, j'y reviendrai dans quelques minutes. Alors, on a fait une demande de subvention au mois de mai 2020 pour qu'on puisse développer des compétences pour effectivement intervenir et former sur Zoom, étant donné qu'on ne voyait pas les gens en présentiel. Il y a encore une fois l'importance de ne pas interrompre les services. Alors, il y a 3 formations qui ont été offertes au cours du mois d'août et au cours du mois de septembre. Ça nous a permis de développer certaines compétences. Puis, on voit qu'on s'en sert beaucoup du Zoom maintenant. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, toujours dans les actions pour soutenir les membres, je veux dire, on a déposé un plan d'action à la demande du ministre Carman qui nous demandait, dans le fond, d'anticiper une surcharge ou un surplus d'appels subséquent à la pandémie. Alors, c'est ce qu'on a déposé encore une fois rapidement. Merci à tous mes collègues. Alors, quelles sont toutes les alternatives, encore une fois, pour se soutenir entre nous, les stratégies qu'on pouvait avoir pour aller chercher de l'aide, même à l'extérieur, des intervenants retraités, des intervenants qui faisaient autre chose, mais qui auraient peut-être quelques heures. Alors, on a déposé ce plan-là pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de rupture de service.
Les impacts de la pandémie dans les CPS, ben, je veux dire, ils sont nombreux. Je veux dire, on s'en doute bien. Pardon. Au mois de juin 2020, on a sondé les CPS afin de connaître les impacts réels et potentiels de la pandémie sur leurs finances. Alors, les pertes financières liées à l'annulation des formations, les formations payantes, je veux dire, qu'on offrait, ben, se chiffraient à 451 000 $ pour 17 CPS, les 12 autres n'offrant pas de formation. Les dépenses supplémentaires liées à la pandémie entre le 13 mars et le 30 juin, ben, on parle de 125 000. Alors, pour les CPS, qui sont des OBNL, vous savez, ça a eu une conséquence assez importante. Il a fallu essayer de trouver des moyens d'être créatifs, encore une fois, sans faire de rupture de service. Les impacts liés à l'autofinancement, parce que plusieurs CPS font des activités citoyennes et puis ça leur permet d'aller chercher des sous qu'ils n'ont pas et dont ils ont besoin pour maintenir l'ensemble des services qu'ils donnent. Alors, les pertes financières ont été estimées pour 19 CPS à un peu plus d'un demi-million de dollars. Il y a eu, vous savez, des fonds d'urgence qui ont été accordés par les CIS et les CIUS. Alors, c'est à géométrie variable dans les différentes régions du Québec. Alors, il y a 14 centres qui ont présenté une demande. 11 ont reçu un montant, 10 ont reçu un montant plus bas que ce qui avait été demandé, puis 2 ont reçu le plein montant demandé, puis 2 n'ont rien reçu. Il y a 2 CPS qui ont reçu un montant sans avoir à présenter de demande de leur CIUS. Alors, ils en étaient bien contents. Mais c'est pour un total de 229 000 $ qui a été accordé au CPS. Il faut savoir que le fonds d'urgence, je veux dire, il était précisément attaché à certaines situations, que ce soit l'embauche du personnel, formation du personnel, achat d'équipements. Et alors, certains CPS vont devoir rembourser, je veux dire, les sommes qui n'ont pas été utilisées aux fins prévues lorsqu'il y a eu le fonds d'urgence. Toujours l'impact de la pandémie, cette fois-ci sur les services d'intervention. Ben, il y a eu une mise sur pause, évidemment, pour les services individuels. On a tenté, je veux dire, au mieux, de poursuivre ces rencontres-là via Zoom. Pour certains, je veux dire, ça convenait, mais d'autres n'étaient vraiment pas confortables, soit qu'ils n'avaient pas la technologie nécessaire ou se sentaient inconfortables d'être à l'écran, je veux dire, un peu insécure sur ce qu'il pouvait y avoir autour. Et alors, on est demeuré au téléphone, je veux dire, plutôt qu'en face à face avec plusieurs pendant tout ce temps-là. Les groupes pour endeuiller, évidemment, aussi ont fait une pause. Je veux dire, on a tenté pour plusieurs CPS d'offrir, de tenir les groupes pour endeuiller sur Zoom, mais ça n'a pas été très, très populaire. Donc, il y a eu un soutien via l'intervention téléphonique qui a été fait pour les personnes endeuillées. On ne s'est pas rendu à domicile non plus. On n'est pas allé dans les hôpitaux pour ceux qui s'y rendaient pour rencontrer les personnes suicidaires. Alors, ça a été sur pause. Ça reprend maintenant lentement, mais sûrement. Les services de formation, alors ça aussi, ça a eu un bon impact, je le disais, financier, mais aussi sur la formation de nos partenaires, je veux dire, qui comptent sur nous, au fond, pour pardon, c'est ma petite souris qui est vite, hein, qui comptent sur nous pour pouvoir former les nouveaux intervenants, les formations sentinelles et les sensibilisations. Donc, on a dû annuler plusieurs formations pour respecter les mesures sanitaires, puis on n'était pas équipés au début pour pouvoir offrir des formations, je veux dire, via les plateformes comme Zoom ou Teams. Maintenant, ça se passe bien, mais je veux dire, ça a été quand même un peu long jusqu'à ce qu'on ait les formations là, à l'automne l'an passé. Pour ce qui est de certains contenus
validés par l'AQPS, par exemple. Je veux dire, on a dû attendre qu'eux fassent leur propre exercice et voir si il n'y avait pas une remise en question de la qualité de la formation, si c'était via Zoom. Donc, ça a entraîné évidemment certains délais. Alors, comme je le mentionnais, il y a eu une formation accélérée des formateurs, je veux dire, pour pouvoir développer ces compétences-là. On a eu une pression supplémentaire par la suite et rapidement des milieux où on forme habituellement les gens parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de personnel et encore maintenant, on le sait. Alors, nos partenaires avaient besoin de former leurs intervenants. Alors, les demandes se sont accrues. Encore une fois, il y a eu des annulations, le temps que tout soit validé. Fait qu'on essaie, encore une fois, de reprendre, je dirais, la cadence, mais ça ne se fait pas au rythme qu'on souhaiterait, malheureusement. Puis on parlera de la pénurie du personnel. Les impacts de la pandémie sur la sensibilisation et les relations avec la communauté. Alors, mise sur pause de la présentation de nos services. Alors, je pense que c'est un point fort des CPS qui régulièrement se déplacent dans les milieux partenaires pour présenter les services, les sensibiliser, je dirais, à tout le soutien qu'on peut leur apporter. Alors, tout le monde était débordé, fait que ça s'est mis définitivement en suspens. Les ateliers de sensibilisation qui permettent à la population en général de se familiariser un peu plus avec la prévention du suicide, particulièrement les mythes liés à la prévention du suicide, mais ça a aussi été mis sur pause. Puis plusieurs projets, je veux dire, qui étaient en voie de se réaliser, tant au niveau de la prévention que de la promotion, dans les écoles, par exemple, dans les entreprises. Alors, bien sûr, tout ça a été mis en pause. Pour nous, le constat qu'on fait, c'est que ça a été une perte de contact privilégiée avec la communauté dans laquelle on intervient. Et on sait, je veux dire, que la prévention du suicide, le filet de sécurité qu'on peut mettre en place, bien, il se fait, je veux dire, de par ce partenariat-là, de par ce filet de sécurité tissé par plusieurs intervenants, bien, ça a été mis évidemment à rude épreuve, si je peux dire. Alors, on reprend maintenant, mais lentement, peu en présentiel pour la grande majorité, mais on reprend sur Zoom. Il y a comme conséquence aussi qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de personnes qui ont changé de chaise. Alors, il faut refaire, il faut renouer contact, je veux dire, avec les membres de notre communauté parce qu'ils sont pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement les mêmes qui étaient là pré-pandémie. Sur la clientèle maintenant, toute clientèle confondue, on peut voir qu'il y a eu une augmentation des appels en lien avec l'anxiété. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est revenu là, de façon importante. On a soutenu nos intervenants pour, qui avaient besoin, je pense, d'en savoir un peu plus sur l'anxiété, comment intervenir auprès des gens qui arrivaient avec une problématique d'anxiété importante. Alors, on a, je pense, été très créatifs, encore une fois, dans les CPS pour s'assurer que nos intervenants avaient les bons outils pour poser les bons gestes. Plus grande détresse qui est des appelants, donc intervention plus longue, puis une plus grande intensité de service. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait des problèmes de santé mentale exacerbés. On peut l'affirmer parce que, je veux dire, nos interventions sont rarement des interventions terminales. Donc, je veux dire, c'est des gens qu'on va relancer, c'est des gens qui vont nous rappeler. C'est l'entourage. Alors, on a vu cette exacerbation-là se pointer. On a vu aussi l'augmentation des appels pour des idées suicidaires associées à des problèmes de consommation. Alors, c'était plus élevé, plus notable par la grande majorité des centres de prévention du suicide. Et un fait qui nous a étonnés, puis qu'on s'explique, puis probablement que les collègues chercheurs, je veux dire, auront des meilleures explications que les nôtres, là. Puis peut-être vous l'avez mentionné un peu plus tôt ce matin, je n'ai pas pris au complet toutes les formations, malheureusement. Mais on a vu une augmentation des appels de la part des jeunes de 17 ans et moins. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas dans les écoles? Il y avait
Alors, mais il y avait, je veux dire, un sentiment de détresse important chez ces jeunes-là qui se sentaient privés, ils l'étaient, de contacts sociaux, de ne pas être à l'école. Alors, c'était une recrudescence de ces appels-là pour nous. Début pandémie, on a vu aussi une augmentation des appels de la part des personnes âgées, les hommes, OK, qui nous appelaient parce qu'ils se sentaient isolés, ils étaient seuls, pensaient au suicide. Alors, ça a été nommé un peu plus tôt ce matin, hein, les hommes plus d'idéation suicidaire. Alors, on a fait ce constat-là aussi. Alors ça, c'est vraiment au début de la pandémie qu'il y a eu une nette augmentation. Ça s'est stabilisé depuis. Et puis, on a vu aussi une augmentation du nombre d'appelants présentant un risque suicidaire élevé. Évidemment, on peut affirmer ça suite à l'estimation de la dangerosité. Il y a eu moins de références vers nos partenaires. Nos partenaires étaient occupés. Hein, je veux dire, nos partenaires avaient mis aussi certains services sur pause. Et puis, on avait par la même occasion une demande accrue des partenaires pour qu'on puisse offrir du soutien clinique, pour qu'on puisse établir des trajectoires de services. Donc, de part et d'autre, je veux dire, on se sollicitait et puis, bon, je pense qu'on a fait au mieux. Mais à la fois, je veux dire, ça a été une période, ça l'est encore, mais ça a été une période qui a été quand même intense là, au niveau de la réorganisation des partenariats et des références et des collaborations habituelles. L'impact de la pandémie sur les intervenants. Désolée. Alors, il y a eu un apprentissage à vitesse grand V pour intégrer les nouvelles technologies. Alors, je parle entre autres du Zoom, mais de travailler sur portable, parfois à la maison, en télétravail pour certaines personnes. Alors, ça a été un défi pour plusieurs de se retirer. Les services d'intervention, pour la plupart, ont été maintenus dans les CPS via les plateformes Zoom au départ. Et puis, par la suite, on a pu revoir des clients en face à face en prenant toutes les mesures nécessaires. Néanmoins, je veux dire, ce fut une adaptation, encore une fois, pour la très grande majorité des intervenants et des gestionnaires. Plusieurs intervenants ont mentionné qu'ils trouvaient plus difficile de transmettre l'espoir, puis qu'ils devaient être plus créatifs pour suggérer des nouvelles stratégies aux appelants. En cohérence avec les mesures sanitaires. Alors, sentiment d'impuissance était plus présent, je veux dire, chez les intervenants qui avaient besoin de plus de soutien. Tu sais, on ne savait pas, personne, puis on ne le sait pas encore maintenant, je veux dire, tant que ça non plus. Qu'est-ce que ce sera le nouveau normal, comme ça a été mentionné un petit peu plus tôt. Alors, même si les intervenants, je veux dire, veulent être eux-mêmes beaucoup dans l'espoir, mais il en demeure pas moins que par moment, c'est eux qui étaient aussi dans le doute. Donc, plus de soutien, plus de supervision, s'assurer qu'ils pouvaient utiliser le programme d'aide aux employés aux besoins. Et puis, les rencontres d'équipe par Zoom. Plus d'absentéisme aussi, plus d'arrêt de travail et puis d'épuisement professionnel. L'absentéisme dû à la période de quarantaine, je veux dire, c'était plus long, hein, avoir un résultat de test COVID à un certain moment donné. Des épuisements de travail, des équipes réduites, donc, qui créent une surcharge de travail pour les collègues qui sont en poste. C'est une espèce de cercle vicieux. Je veux dire, on a trop de travail, je suis fatiguée. Si je ne suis pas là, ben, c'est les autres qui vont en avoir plus et tout ça. Et il y a eu une perte accentuée aussi de ressources humaines au profit du réseau de la santé et des services sociaux. Je veux dire, on s'entend que le réseau a besoin de personnel, conditions salariales et de travail qui sont nettement supérieures et différentes de ce qui peut s'offrir dans les centres de prévention du suicide. Alors, pour certains, ben, je veux dire, ça a été un choix parfois déchirant parce qu'ils aimaient bien, je veux dire, ils aimaient beaucoup, je veux dire, leur travail comme intervenant en prévention du suicide. Mais à la fois, quand il y a un écart de 6 de l'heure pour des postes équivalents, je veux dire, pour certains, le choix a été facile. Alors, c'est un problème actuellement dans la plupart des CPS, pour ne pas dire tous les CPS, cette pénurie de personnel. D'ailleurs, hier, le Centre de prévention du suicide de l'Estrie, Je vis,
a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il y avait une interruption temporaire, okay, de l'intervention téléphonique, faute de personnel. Donc, aujourd'hui, si on appelle à Je vis, qu'on est un client avec des idéations suicidaires, on va nous rediriger vers un 866 appel qui est répondu par le 811 là-bas. J'espère, je veux dire, que ce sera le seul centre de prévention du suicide qui fera une rupture de service. On y travaille fort, puis on essaie d'être créatif, puis nos CIUS sont quand même sensibilisés à cette situation-là également. Toujours l'impact de la pandémie sur les intervenants. L'insécurité par rapport au risque de contagion entre les collègues. Si quelqu'un, je veux dire, s'il y avait une éclosion, pardon, je veux dire, il faudrait que tout le monde parte en télétravail. Ce n'est pas tout le monde qui répond aux conditions pour être en télétravail. Alors, ça a amené beaucoup de vigilance et d'adaptation pour pouvoir s'assurer que tout le monde était confortable sans avoir peur d'être contaminé par un collègue ou de contaminer lui-même un collègue. Bonne nouvelle, il n'y a pas eu d'éclosion. Heureusement, il y a eu des cas de COVID, mais il n'y a pas eu d'éclosion. Alors, il n'y a pas de CPS qui ont encore une fois dû faire une rupture de service. Diminution des services partout, mais pas de rupture. Sauf Je vis hier, comme je l'ai mentionné. Alors, ça a été aussi un ajout de tâche pour se conformer aux mesures sanitaires sur les lieux de travail. Alors, la distanciation, les masques, la désinfection, en fait, je veux dire ce que tout le monde sait. Avec le temps, moins de tolérance au changement, okay? Moins de capacité d'adaptation. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, tout le monde en a un peu ras-le-bol. Et tous espèrent évidemment qu'on ne retournera pas, on ne fera pas un pas en arrière, qu'il n'y aura pas de nouvelle vague et puis qu'on va pouvoir, encore une fois, aller vers notre nouveau normal, comme on le mentionnait. Il y a une fatigue mentale qui a été accentuée, entre autres pour ceux qui sont en télétravail. Pour les gestionnaires, je veux dire, la plupart sont encore en travail hybride, télétravail au centre. Les formateurs sont en télétravail, ils donnent leur formation à distance. Alors, le fait de ne plus se voir autour d'une machine à café, de dîner ensemble, faire des blagues, aller marcher dehors, ben, ça a affecté aussi certains intervenants. L'organisation du travail, ben, il a fallu s'adapter aux nombreux changements concernant les consignes sanitaires, comme nous tous. Je veux dire, on ne fait pas exception, vous ne faites pas exception. Il a fallu faire beaucoup de rappels fréquents sur les consignes sanitaires, toujours dans l'optique d'éviter qu'il y ait une rupture de service. Puis pour certaines personnes, c'était vraiment dérangeant qu'on leur fasse toujours ces rappels-là, puis on peut le comprendre. Je veux dire, c'est comme ça un peu dans la population, mais je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de rigueur, ce qui fait qu'il n'y en a pas eu d'éclosion. Il a fallu réorganiser tous les locaux. Et puis, on s'entend que pour certains, je veux dire, l'espace n'était pas là. C'était les plexiglas et puis de l'investissement pour arriver à réarranger tout ça. Acheter des portables aussi pour que les gens qui vont vers le télétravail puissent avoir le matériel nécessaire pour poursuivre leurs interventions. Le télétravail, je l'ai mentionné. Le guide qu'on a mis en place, qui a été accepté par le ministère de la Santé et des Services sociaux et diffusé largement dans les CIS et dans les CIUS. Ce guide-là, je veux dire, nous a permis vraiment d'identifier les conditions nécessaires pour qu'une personne puisse faire du télétravail, que ce soit dans son milieu, est-ce que c'est quelqu'un qui vit seul, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants qui vont venir déranger pendant une intervention téléphonique, est-ce que la confidentialité est assurée, est-ce que la personne a la technologie nécessaire, Internet assez rapide pour pouvoir s'assurer qu'on a une réponse optimale, puis qu'on puisse faire des bascules aussi, même en télétravail, si un CPS d'une région donnée avait besoin d'un coup de main. Alors, ça a quand même, je dirais, ça s'est quand même bien fait. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a quelques CPS qui
acceptent que leurs intervenants fassent du télétravail. Pour eux, c'était la façon de maintenir le service, alors que pour d'autres, c'est vraiment en présentiel jusqu'à preuve du contraire. Alors, la gestion de l'absentéisme et de la pénurie du personnel, ben, ça fait que les horaires, je veux dire, ont changé, bousculé et pas ravi tout le monde tout le temps, surtout dans les 24/7, évidemment. Je veux dire, les postes de nuit, on s'entend, de fin de semaine, ne sont pas nécessairement les plus faciles à gérer. Ce qui est plus spécifique à Suicide Action Montréal, c'est qu'avec la pandémie, ce dernier a vu 70 de ses intervenants bénévoles quitter. Donc, il est passé de 150 intervenants bénévoles à 60. Alors, ça a eu un impact aussi immense sur l'offre de services. Alors, c'est pour ça qu'on parle de réduction de services et non pas d'interruption de services dans certaines régions du Québec. Pardonnez-moi. Quelques statistiques. Oups, ce sont où mes statistiques? Ah, vous ne les avez pas, désolé. C'est sur le. Je vais vous les mentionner. Elles sont sur le PowerPoint qui est plus complet. Partout au Québec, je veux dire, on a observé, dans la très, très grande majorité, une hausse des appels, mais parfois une baisse des appels. Entre autres, au début de la pandémie, pour plusieurs centres de prévention du suicide, il y a eu une baisse des appels. C'est revenu à peu près à la normale pendant l'été, alors qu'à la rentrée, donc en septembre 2020, on a vu une croissance presque partout. Alors ça, c'est de façon générale. Ce qui n'exclut pas que pour certains CPS, dès le début de la pandémie, il y a eu une augmentation fulgurante. Pour certains, ça s'est maintenu, alors que pour d'autres, ben, ça a diminué par la suite. Alors, c'est un peu à géométrie variable. Ce sera intéressant d'essayer de comprendre pourquoi à un moment donné. Ceci étant dit, on pourrait faire des hypothèses, mais ce n'est pas mon rôle. Plus récemment, si on fait le bilan pour la période des fêtes, puis le mois d'août 2021, dans 14 CPS, il n'y a pas eu d'augmentation des appels pendant la période des fêtes comparativement à la même période, aux fêtes de l'année dernière. Au cours du mois de février 2021, il y en a 5 CPS qui ont rapporté une augmentation significative des appels par rapport à la même période l'an dernier. Alors, pour les autres, c'est demeuré stable. 10 CPS rapportent une augmentation par rapport au mois de mars 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Ça a varié beaucoup d'un CPS à l'autre, comme je le mentionnais. Au cours du mois d'avril 2021 maintenant, il y a 10 CPS sur 14 qui rapportent une augmentation significative par rapport à la même période, plus de 20 dans certains cas, alors que pour les autres, encore une fois, c'est demeuré stable. Au mois de mai, 9 CPS rapportent encore une fois une augmentation par rapport à la même période l'année dernière. Pour 3 CPS, dont un, entre autres, je veux dire, ça a été jusqu'à 39 de plus d'appels. On s'entend que c'est beaucoup d'appels à gérer, beaucoup d'interventions à gérer. Au cours du mois de juin 2021, 10 CPS rapportent encore une fois une augmentation par rapport à la même période l'année dernière. Et puis, si on essaie de regarder l'ensemble des CPS, c'est vraiment très, très, très variable. Et puis, c'est comme ça, je dirais, depuis des mois. Là, il n'y a pas une ligne là, où on peut dire c'est la tendance ou la tangente, si ce n'est que ça bouge beaucoup. Mais il y a des augmentations significatives un peu partout. Au mois de juillet 2021, 5 CPS ont rapporté une augmentation des appels par rapport à la même période l'année dernière. Puis notre dernière statistique, elle date du mois d'août 2021, c'est 6 CPS qui rapportent une augmentation des appels par rapport à la même période l'année dernière. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé dans les CPS, je dirais, avec l'arrivée de la pandémie. Au risque de me répéter, moi, je veux dire, je salue tous mes collègues, je veux dire, pour
l'implication, je veux dire, qu'ils ont eu, le temps qu'ils ont mis pour qu'on puisse ensemble développer un plan pour le télétravail, je veux dire, un plan d'action s'il y a un surplus d'appels, je veux dire, des plans de bascule avec la disponibilité de chacun, l'entraide qu'il y a eu pour la formation des nouveaux intervenants dans les CPS, parce qu'il y en a plusieurs. Les stratégies qu'on se passe pour essayer de recruter et de retenir, je dirais, surtout nos intervenants. C'est notre expertise, alors c'est important de la garder, de la faire grandir. Tous les intervenants des CPS ont aussi mis la main à la pâte pour maintenir les services en place. Je n'ai jamais senti qu'il y avait des CPS ou des intervenants de CPS qui disaient, tu sais, moi, je ne l'ai plus la cause à cœur. Ceux qui sont partis, c'est pour des raisons qu'on peut comprendre, là, monétaires, horaires de travail, mais autrement, je veux dire, c'est avec regret souvent que les intervenants sont partis. Pour la plupart des CPS, il y a eu une belle collaboration avec leur CIS et leur CIUS. C'est à géométrie variable dans le sens où dans certaines régions du Québec, il n'y a pas de CPS. Et puis, dans certaines régions du Québec, le travail est peut-être plus en silo, chacun fait sa job. Alors, on peut espérer, souhaiter pour l'avenir que la collaboration, les trajectoires de service, les rencontres puissent se remettre en place pour qu'on puisse travailler de pair tout le monde ensemble. Et je dirais finalement, on a eu une belle collaboration, entre autres avec le CRIS et nos autres partenaires, que ce soit au niveau régional, au niveau national, pour s'assurer encore une fois qu'on se partageait l'information, qu'on se donnait du soutien les uns et les autres. Avec le ministère de la Santé, des Services sociaux, santé publique particulièrement, je veux dire, ce sont encore des collaborations et des discussions presque hebdomadaires pour être certain qu'on reste à niveau et qu'on a ensemble la même information. Donc, on ne l'a pas eu facile. On ne l'a pas encore beaucoup facile. Je dirais que le manque de financement, la pénurie de personnel, pour plusieurs, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, ça nous affecte nécessairement. Mais encore une fois, on est résilient. Alors, on cherche des moyens, des façons d'être créatifs pour s'assurer qu'on maintienne les services en prévention du suicide qui, de mon point de vue, n'ont pas été touchés en qualité de par la prévention. Voilà, 13h09, je vais jusqu'à 13h10, pile poil. Je vous écoute si vous avez des questions via M. Michara. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le Q&R ou Q&A. Alors, en attendant qu'il y a d'autres questions, est-ce que vous avez appris des trucs, comment réagir aux appels qui ont comme contenu les effets de la COVID ou de la quarantaine ou d'autres contraintes liées à la COVID? Parce que vous avez eu pas mal d'appels qui portaient sur ce sujet. Est-ce que vous avez appris des choses qui peuvent aider d'autres intervenants qui ont affaire avec des personnes touchées par les effets de la COVID? Excellente question. Je pense que ça s'est développé, je veux dire, entre guillemets, sur le tas et avec le temps. Dans le sens où on est allé chercher aussi des formations supplémentaires. On a beaucoup lu aussi sur, comme c'était mentionné ce matin, sur les effets d'une crise, puis pendant la guerre ou une catastrophe. Alors, c'est ce qui nous a permis, je veux dire, de mieux comprendre ce que les gens vivaient, ce qu'ils pouvaient ressentir, ce qu'on ressentait nous-mêmes également. Et je dirais d'intervenir avec empathie, beaucoup d'empathie par rapport à ce que les gens vivaient.
par rapport à l'espoir, je veux dire, on travaille avec ça, créer l'espoir, je veux dire, en tout temps. Fait que je pense que ça a été accentué aussi de pouvoir donner l'espoir aux gens. Et comme on travaille beaucoup avec l'approche orientée vers les solutions, ben c'est aussi ce qui a été appliqué abondamment, et on s'est assuré que l'ensemble de nos intervenants étaient à l'aise avec cette approche-là. On a eu plus de discussions de cas sur Zoom pour pouvoir effectivement se partager les situations où les intervenants semblaient vivre plus de nœuds, OK, où ils se sentaient, je dirais, un peu en manque de moyens. Alors, c'est un peu comme ça, je veux dire, qu'on a navigué tout le monde ensemble. Les coordonnateurs cliniques, je veux dire, se sont aussi concertés à plus d'une reprise pour pouvoir partager, échanger sur leur façon de faire. Je pense que ce qui a été, encore une fois, salutaire, ça a été la supervision et le soutien à nos intervenants et vraiment de se familiariser avec les difficultés que les gens éprouvent pendant une période de catastrophe. Ça a été notre point de départ, je dirais. Et juste pour bien comprendre, est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait certaines CPS qui ont eu des augmentations d'appels, certaines qui ont eu moins d'appels, qu'en général, au tout début, il y avait une diminution des appels. Il y a une augmentation des appels des jeunes à 17 ans et moins généralement, particulièrement au début, je pense que c'était pendant la quarantaine. Ouais. Mais il y avait, vous avez dit, une augmentation des appels avec un risque élevé suicidaire. Oui. Est-ce qu'il y avait des données sur les interventions? Est-ce que ou des personnes qu'on a ou les appels au 911 pour une ambulance ou les tentatives en cours où les personnes à risque élevé? Il n'y a pas eu une demande accrue pour les soins de façon générale. Ce ne fut pas là. Il ne faut pas que je regarde, excusez, parce que le chat est apparu, je vais essayer de ne pas le regarder. Ce n'est pas quelque chose qui est ressorti dans la majorité des centres de prévention du suicide. Pas plus d'applications de la LPP, feu P38. Ça n'a pas été significatif. Toutefois, je veux dire, au niveau de l'estimation de la dangerosité, je veux dire, on avait des gens qui se retrouvaient plus dans le orange et dans le rouge, mais pas nécessairement jusqu'à se rendre à l'hôpital. Alors, c'était géré à même les CPS. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, mais il y a pas ça n'a pas été marqué de notre côté. La diminution des appels, c'est pour plusieurs CPS au début, mais certains, comme je disais, ont eu tout de suite, je veux dire, une augmentation fulgurante. Puis ensuite, bien, ça fluctue dans le temps. Mais de façon générale, oui, il y a plus d'appels dans les centres de prévention du suicide au moment où on se parle. On revient à un profil plus habituel, plus typique, si je peux le dire. Il y a quand même encore des jeunes qui nous appellent, mais moins de personnes aînées de façon générale qui nous appellent. Pour ce qui est des références, pour ceux qui font un suivi étroit, donc ceux qui sont libérés après une tentative de suicide ou des idéations suicidaires, pour plusieurs centres de prévention du suicide, il y a eu des demandes accrues pour le suivi étroit. Alors, au début, comme je le mentionnais, on ne pouvait pas le faire en présence. Alors, c'était via l'intervention téléphonique. Pour certains, ça convenait, pour d'autres, pas. Alors, ce qu'on faisait, c'était plus des relances téléphoniques pour s'assurer que la personne allait bien, puis elle était en attente d'avoir un autre service. Alors, le défi de pouvoir référer, puis d'avoir des partenaires qui soutiennent
je veux dire, l'intervention post-crise suicidaire, mais je veux dire, il a été là. Mais je pense qu'encore une fois, tout le monde a mis la main à la pâte et puis on a soutenu au mieux les gens. Alors, pour revenir à la question, Brian, de façon significative, il n'y a pas eu plus d'intervention avec les policiers ou les ambulanciers vers l'hôpital. Merci. Quels sont les moyens concrets utilisés afin d'augmenter l'espoir? Quelqu'un demande un peu plus d'informations là-dessus. Là, il faudrait que ce soit mon coordonnateur clinique qui soit là. Je suis juste à la direction générale, mais ce qui serait intéressant par contre, parce que là, on rentre vraiment dans le clinique et je ne voudrais surtout pas vouloir me substituer, je veux dire, à mes intervenants. Alors, je peux suggérer à cette personne-là, je veux dire, de m'envoyer un courriel et puis je m'assurerai qu'on puisse donner suite. Je veux dire, ça fait partie de notre travail de soutenir nos collègues, alors avec grand plaisir. Mon adresse courriel doit figurer à quelque part, c'est lpoirier@CPS-Québec. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Désolée de ne pas pouvoir aller plus loin dans cette question-là. Oui, Cécile. Je vais répéter la question s'il le faut. Il le faut. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Linda, d'avoir donné toutes ces informations-là. Je suis vraiment très intéressée par l'espèce de creux dont vous avez parlé pour les appels au moment du premier confinement. Et ça a remonté, c'est exactement la même chose que ce qu'on a remarqué avec les visites aux urgences dans l'étude qu'on a fait avec Pascal. Et après, vous avez dit un autre truc intéressant sur le fait qu'il y a des CPS qui ont vu une augmentation des appels et d'autres pas. Est-ce que vous avez été capable d'identifier des patterns de régionalité ou bien de secteurs dans la province qui étaient plus affectés par cette augmentation ou moins? Ou est-ce que c'est complètement aléatoire? Non, je veux dire, ce n'est pas complètement aléatoire. Je veux dire, on a les détails plus précis sur le mouvement, je veux dire, des appels. Mais je donne un exemple, je veux dire, l'Abitibi, je veux dire, a vécu, je veux dire, ça a été fulgurant. À Québec, je veux dire, oups, ça s'est stabilisé. Alors, est-ce que on a comme hypothèse, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de services, donc d'autres services que les nôtres étaient requis, donc ils ne venaient pas vers nous, mais c'est vraiment pas analysé, mais ce serait vraiment intéressant qu'on puisse se pencher là-dessus puis essayer de comprendre, puis si ça peut nous aider dans l'avenir pour prévenir certaines situations, ben, je grand bien nous fasse. Mais non, ce n'est pas juste aléatoire. Il y a certaines régions du Québec où il y a vraiment des patterns là, qui sont plus constants. Il y a une demande de plus de données précises sur le nombre d'appels et les patterns. Et je me demande, par exemple, vous dites qu'il y a une augmentation. Est-ce que ça a doublé? Est-ce que c'était 5%? Est-ce que, je sais que vous n'avez pas les diapos maintenant, mais est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur ces augmentations ou ça a diminué de combien? Okay. Si je fais une moyenne, je veux dire, des augmentations des appels au Québec, OK, depuis le début de la pandémie, c'est 20% de plus d'appels. Pour certains CPS, je veux dire, il y a eu une diminution. Pour certains, c'est allé jusqu'à 10% de moins d'appels. Pour certains CPS, il y a eu jusqu'à 40% de plus d'appels. Alors, je veux dire, on a un tableau là-dessus. Si vous avez un intérêt, je veux dire, on pourra vous le partager, évidemment, avec grand plaisir. Ça a fluctué, je veux dire, au travers les différentes périodes. Comme je mentionnais, en début de pandémie, je veux dire, pour certains, il y a eu une baisse. Pour plusieurs, il y a eu une baisse d'appels, alors que pour d'autres, ça a été tout de suite une augmentation. Mais ça a bougé dans le temps.
Mais règle générale, je veux dire, ça bouge dans le temps aussi dans les CPS, même hors temps pandémie, dans le sens où par moment, je veux dire, oups, il va y avoir des pics d'appels, puis à un moment donné, oups, il y a des creux d'appels qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu quelques situations dans une région qui fait que soudainement, je veux dire, les gens vont avoir plus besoin de nos services. Ce n'est pas le cas. Et puis, il y a le fameux mythe, à Noël, il y a plus d'appels, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, des fois, je veux dire, c'est en plein mois d'août qu'il va y avoir des pics d'appels. Donc, on est habitué à voir la fluctuation, je veux dire, du nombre d'appels. Dans le cas de la pandémie, c'est que ça a été plus accentué, je veux dire, au niveau de l'augmentation. Les baisses, ce n'est pas si significatif, là. C'est allé jusqu'à 15 %, mais encore une fois, on est en train de revenir à la normale au moment où on se parle. De façon plus précise, CPS de Québec, c'est le mien. Je veux dire, on est à 6 % de plus d'appels si je fais la moyenne là, depuis le début de la pandémie. Fait qu'un mois, c'est moins, un mois, c'est un peu plus, mais la moyenne, c'est 6 % de plus d'appels, alors que pour d'autres CPS, ça se maintient 20 % de plus d'appels. Alors, c'est là où il y a vraiment des disparités régionales. Mais c'est une information que je pourrais vous partager avec plaisir. Et, si j'ai bien compris, c'est augmentation, diminution varie aussi selon les appels qui portent sur le suicide ou qui ont risqué le veille du suicide. Mais aussi, vous avez commencé à avoir des appels spécifiquement liés à la COVID sans problématiques suicidaires, les personnes isolées, les personnes angoissées par la situation, si j'ai bien compris. Habituellement, je veux dire, pour la plupart des centres de prévention du suicide, lorsqu'il y a des gens qui nous appellent et que ce n'est pas en lien avec le suicide, on va les référer vers un partenaire, je veux dire, qui va offrir un soutien différent pour s'assurer qu'on garde dans le fond, je veux dire, notre disponibilité pour les gens qui sont suicidaires. Donc, on va toujours faire l'estimation de la dangerosité, on va faire l'intervention avec la personne, mais si on n'est pas le meilleur service ou le service adapté à cette personne-là, on va faire une référence vers un partenaire. Le défi qu'on a eu, c'était référé vers un partenaire parce que plusieurs partenaires étaient débordés ou encore manquaient de ressources. Alors, c'est là où on a fait un peu plus que ce qu'on fait habituellement pour pouvoir soutenir la population, mais c'était clair dès le départ parce que les centres de prévention du suicide, ils sont en prévention du suicide. Certains sont aussi centres de crise. Alors, c'est un service qui est hybride à ce moment-là. C'était la partie centre de crise qui prenait le relais. C'est un peu comme ça, je veux dire, qu'on a navigué. Dans les rencontres de DG de CPS qu'on fait sur une base régulière, ce sont des informations que nous sommes partagées, puis on a à peu près tous la même stratégie par rapport à ça. On travaille en prévention du suicide, puis on réfère vers nos partenaires aux besoins. Il y a plusieurs remerciements. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Je pense que nous allons terminer maintenant. J'ai une question que je viens de recevoir. Au niveau de la problématique de santé mentale, avez-vous reçu un plus grand nombre d'appels? Oui, je veux dire, des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, soit qu'on connaissait déjà, je veux dire, nous ont appelés davantage, et puis ils relataient avoir plus de symptômes, je veux dire, de leur trouble lorsque c'était un trouble. Et plus de détresse, okay? La solitude, l'anxiété, la peur, l'isolement, je veux dire, le fait de ne pas voir les gens. Alors, les symptômes
était exacerbée à ce niveau-là. Des gens qui nous appelaient parce que, je veux dire, ils devaient être vus en psychiatrie, ils ne l'étaient pas, en fait, puis ça entraînait des idéations suicidaires, ils broyaient du noir et tout ça. On l'a tous ressenti à ce niveau-là. C'était unanime de la part de tous les CPS. Vous avez un mot de la fin. Ben, en fait, j'entendais ce matin, tu sais, que je voyais comme la pyramide, là. Évidemment, on a besoin d'agir en amont, hein? On a besoin de faire de la prévention. L'intervention, bien sûr, je veux dire, ça va demeurer, mais on a besoin d'être davantage proche de la population, repérer les gens qui sont en détresse, continuer à créer des réseaux sentinelles. Soutenir évidemment les centres de prévention du suicide pour qu'on puisse maintenir l'expertise qui est en place. Je pense qu'au Québec, je veux dire, on peut vraiment se dire chapeau. Je veux dire, on fait une bonne job en prévention du suicide. Maintenant, il faut se donner les moyens de pouvoir poursuivre. On a une question d'un chercheur et la question, est-ce que la situation pandémique entraîne de nouveaux besoins des CPS en termes de recherche, des nouvelles problématiques à explorer ou nouvelles questions de recherche pertinentes pour les CPS? Ben, il y en a plusieurs. Écoutez, si on avait eu un chercheur avec nous depuis le début de la pandémie, on aurait pu exploiter l'information, les données pour s'assurer qu'on fait mieux la prévention, qu'on réagit mieux. Comment interpréter aussi le fait que dans certaines régions du Québec, je veux dire, ce soit plus problématique? Est-ce que c'est parce que les gens consultent moins? Est-ce que, tu sais, je veux dire, qu'on est avec beaucoup de questionnements quand même. La post-pandémie, évidemment, nous questionne tous, OK? Qu'est-ce que sera notre nouveau normal? Alors, comment on peut mieux, encore une fois, à la lumière des données antérieures, se préparer comme centre de prévention du suicide pour intervenir, je veux dire, auprès de notre clientèle? Comment aussi on peut... quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les pratiques probantes qui ont démontré que plus le public et le communautaire travaillent ensemble, mieux les communautés s'emportent, plus les régions s'emportent. Alors, je veux dire, des questions de recherche, là, on peut prendre un café là-dessus. Je veux dire, on en a plusieurs. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dans les centres de prévention du suicide sur le profil des gens qui nous contactent. On pourrait également documenter ça au niveau national de façon beaucoup plus pointu que ce qu'on est capable de faire actuellement, faute d'expertise, faute de moyens. Mais je veux dire, ce serait vraiment intéressant par contre. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre ce café, en discuter avec des chercheurs. Merci. J'espère. Merci de l'invitation, puis n'hésitez pas à me contacter là, si vous voulez avoir un peu plus d'informations pointues. Puis je vais faire suivre le PowerPoint plus complet comme je le mentionnais au début de présentation.